Charente Culture. Aujourd'hui nous rencontrons Jacques Baudet, professeur et historien à Angoulême. Voilà, alors je suis Jacques Baudet, natif de Charente, né à Saint-Cloud, en 1946, élève à l'école communale, et puis élève après aux écoles Saint-Joseph et Saint-Paul, donc dans l'enseignement catholique, après étudiant à l'université de Bordeaux, où j'ai terminé mes études avec une maîtrise sur la batellerie à Bordeaux au XVIIIe siècle. Voilà, donc j'étais devenu très bordelais. Et après, je me suis retrouvé, après le service militaire, professeur ici à l'école, au lycée Saint-Paul d'Angoulême. Et ce qui fait que j'ai rejoint la Société archéologique et historique de la Charente. Et j'ai adhéré en 1976. Et tout de suite, presque 3 mois après mon adhésion, je me suis retrouvé dans le conseil d'administration comme secrétaire adjoint d'abord, et puis progressivement, par la suite, j'ai fait 3 présidences de la Société archéologique et historique de la Charente. Une vieille société qui va fêter ses 180 ans cette année. Voilà. Très bien. Et quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui a fait que vous avez aimé l'histoire? Qu'est-ce qui vous a fait suivre ce parcours? Alors effectivement, à l'école primaire, j'avais une très bonne institutrice, Madame Langlais, qui racontait bien l'histoire. Parce que je crois que l'histoire, ça se raconte. Même quand on enseigne, il faut raconter l'histoire. Ce sont des histoires qu'on raconte, si on veut enchanter son auditoire. Et donc, voilà. Alors après, quand j'étais écolier, mais plus lycéen, après en seconde, première, terminale, j'étais abonné à la revue Historia, voilà. Donc j'avais déjà le goût de l'histoire. Et après, je suis allé voir, j'ai un professeur que j'aimais beaucoup, M. Berthaud Duchasseau, à Saint-Paul, et je suis allé le voir, et je ne savais pas que lui, à l'époque, quittait l'enseignement secondaire et l'enseignement d'histoire-géographie pour se tourner vers la linguistique. Après, il était maître de conférence en linguistique à Besançon. Et alors, je vais le voir et je lui dis mais comment devient-on professeur d'histoire-géographie? Parce que j'aimais beaucoup ses cours, sa façon de raconter. Et elle me dit mais faites donc lettres modernes. Alors, ce qui fait que j'ai fait un peu plus tard, en licence, une fois qu'on a une licence en lettres, j'étais en histoire-géographie bien sûr, mais c'était une licence de lettres. Et après j'ai pu faire directement une licence de lettres modernes. Ce qui fait que ça fait deux licences, mais on arrive directement en 3e année. Voilà. Donc, ok, super. J'ai pensé à ce professeur, mais finalement c'est quand même l'histoire qui l'a emporté, même si j'avais des goûts pour la littérature. Donc vous avez eu ce parcours d'historien très jeune, voilà, et puis vous avez toujours suivi cette... Historien mordicus. D'accord, très bien. Et alors, donc ça a été renforcé, après par mon adhésion à la Société archéologique. Alors l'adhésion à la Société archéologique, c'était quand même dans le but, à l'origine, de dire, peut-être que par le biais de l'histoire locale, je pourrais intéresser mes élèves. Si on parle de la Révolution française, dire ce qui s'est passé à Paris, mais dire ce qui s'est passé aussi en même temps à Angoulême, qu'il y avait une guillotine qui était sur la place Francis Louvel, qui s'appelait place du Mûrier autrefois. Des petits détails comme ça. Ça parle mieux, à mon avis, quand on peut, par le biais de l'histoire locale, pas se concentrer là-dessus bien sûr, mais s'en servir de temps en temps pour raccrocher l'intérêt des élèves à l'histoire nationale, voire internationale. Et donc, au niveau d'Angoulême, cette ville, vous avez longtemps vécu à Angoulême, qu'est-ce que vous pouvez en dire au niveau déjà de l'histoire française? Est-ce qu'elle a une place particulière? Est-ce qu'elle a... Alors j'ai découvert progressivement que Angoulême avait, j'ose pas dire une place centrale, mais une grande place dans l'histoire nationale, parce que on a, par exemple, en 1200, une comtesse d'Angoulême qui devient reine d'Angleterre, Isabelle.
dites Taillefer, mais ils ne s'appelaient pas comme ça. C'était Isabelle d'Angoulême, tout simplement. Et il y a cela, il y a le fait après qu'un autre ressortissant de la famille comtale des Valois-Angoulême, François, d'une famille qui était vraiment très modeste, c'était une branche tout à fait collatérale de la famille royale, et il s'est retrouvé roi de France, et un roi fastueux avec des constructions de châteaux, Fontainebleau, etc. Donc, et surtout l'histoire royale qui fascine un beaucoup. Roi fastueux, c'est-à-dire, qui a illustré la Renaissance française. Voilà. Et autour d'Angoulême, au niveau de la Charente, cette région qui pour moi aussi est une passion au niveau historique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de partager avec, par exemple, des gens qui viennent de l'étranger ou qui ne connaissent pas cette partie de la France au niveau de la Charente? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ou pourquoi elle vous a attiré? La Charente est une région composite, en ce sens que l'Angoumois, qui est à l'origine, la province d'Angoumois, était une petite région par rapport au département actuel. C'est à la Révolution française qu'on a rajouté à l'Angoumois, c'est-à-dire la région autour d'Angoulême, tout simplement, qu'on a rajouté un morceau de Poitou, alors c'est Villefagnan, Ruffec, etc. On a rajouté un bout de Limousin, Confolens, on a rajouté un bout de Périgord, Auxerre, Chalais, etc. Et un morceau de Saintonge pour la Charente occidentale. Donc c'est une région qui est composée de plein d'autres régions qui est bien plus ancienne. Et alors avec aussi une limite linguistique qui traverse le département par les Doc et Doyle. Oui. Oui. Alors votre comment dire, les Languedoc et les Languedoy qui sont connus en France mais pas forcément. Le Languedoc c'est le Limousin et le patois saintongeais c'est, j'ose pas dire du français déformé, mais enfin c'est pour faire court, mais c'est Languedouy, Languedoy, c'est d'où est issu le français. Oui. Et de l'autre côté, le Languedoc, c'est les langues romanes, beaucoup plus proches du latin. Donc comme le limousin, le provençal, l'occitan. On disait aussi l'occitan. Oui, tout à fait. Alors pour moi, dans mes recherches sur Angoulême, ça a été intéressant parce que j'ai trouvé qu'Angoulême était vraiment à la frontière de ces deux régions, en fait, ces deux zones linguistiques. Et moi, en tant que linguiste, ça m'a beaucoup intéressé au niveau de l'évolution du langage de la langue française aussi. Je ne sais pas dans votre parcours, est-ce que vous avez vu des éléments ou des choses à dire par rapport à par exemple le charentais ou le patois ou l'évolution de la langue française? Oui, alors il se trouve que je suis natif de Saint-Cloud, en Charente, et j'ai découvert qu'un garçon qui était né en 1846 à Saint-Cloud, qui a terminé sa carrière scientifique au Collège de France, qui est le summum pour un enseignant, c'est le top. Et donc il s'agit de l'abbé Jean-Pierre Rousselot, et qui a eu très tôt le sentiment par rapport à 1862, il a découvert qu'il y avait un paléographe qui était venu à Angoulême parler de cartulaire de l'abbaye de Cellefroid. Un cartulaire, c'est un recueil de documents, de chartes, d'actes notariés, disons, des terrains qui sont donnés à l'abbaye et tout ça. Et il a découvert que dans ces chartes, le latin était tellement théoriquement c'est des chartes en latin, mais un latin tellement rafistolé qu'on y trouve des expressions patoisantes. D'accord. Ah oui. Donc du coup, après il a fait sa thèse de doctorat là-dessus, et alors évidemment il n'était pas très bien vu dans le clergé puisqu'il était prêtre, mais il était plus soucieux de
de recherche scientifique que d'apostolat ou prédication, etc. Ce qui fait qu'il était en délicatesse avec son évêque, puisqu'il a passé des diplômes d'État, alors que les évêques de l'époque ne voulaient pas que le clergé passe les diplômes d'État. L'université était devenue laïque, avait été enlevée des mains de l'Église avec la Révolution et Napoléon. Et il a quand même passé ses examens d'État, baccalauréat, licence, etc. Et puis finalement, il a été pris en sympathie par le recteur de l'Institut catholique qui venait d'être créé par Monseigneur Dulst, et il s'est retrouvé professeur à l'Institut catholique. Et là, il a été sauvé. Et à partir de là, eh bien, il a fait des recherches sur les langues, après sur les sons, sur la propagation du son, ce qui fait qu'il a contribué à soigner des sourds et des malentendants. Il a contribué à essayer de détecter d'où venaient les Bertha qui tiraient sur Paris pendant la guerre, en 1917, oui. Ce qui lui a valu plus tard d'avoir la Légion d'honneur à titre militaire. Et compte tenu de toutes ces recherches, il s'est retrouvé professeur au Collège de France. En Charente, on n'en a que 2 à ma connaissance. On n'a que 2 Charentais qui sont devenus professeurs au Collège de France. Professeur Pifteau en paléontologie et donc Rousselot en phonétique expérimentale. Voilà, donc j'étais amené par ce garçon né en 1846, donc 100 ans avant moi, était intéressé. Et d'ailleurs, cette année, eh bien, je participe à un colloque à Paris sur ce personnage dont on fête le centenaire de la mort, avec la Sorbonne et l'Institut catholique de Paris. C'est l'abbé Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre Rousselot. Jean-Pierre Rousselot, ok. Très bien. Et donc, si on va sur un autre sujet, par exemple, on a évoqué un peu tout à l'heure, le 19e siècle. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire ferroviaire. Est-ce que vous connaissez un peu, ou sans plus ou moins, mais le ferroviaire en Charente ou en l'histoire, il y a Louis-Napoléon Bonaparte est venu en 1852, il est arrivé par le train. D'accord, à Angoulême. On parle d'Angoulême. Et la voie ferrée n'était pas finie, hein. Mais il s'est arrêté à Angoulême et après, voilà, il est allé à Cognac après en carrosse, enfin en voiture hippomobile. Et voilà, et comme ça qu'on a créé le tunnel sous Angoulême. Parce que théoriquement, on voulait faire passer le train, contourner la butte, enfin la citadelle. Oui. Voilà. Et puis finalement, L'Houmeau était le grand quartier commercial à l'époque, hein, bord de la Charente. Alors on dit non, il faut que le train passe à proximité de L'Houmeau. Alors donc on était amené à creuser le tunnel, ce qui fait que m'est arrivé d'avoir des amis ici, ils me disaient quand on entend des vibrations, parce que le tunnel passe dessous. Il y a des vibrations, si on entend bien, surtout la nuit, on entend les vibrations du train qui passe sous la ville. Voilà, ça c'est pour un aspect. Donc 1852, la voie ferrée, et d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal de Napoléon III, mais il faut savoir quand même qu'en 1870, c'est sous le Second Empire que s'est établi le réseau ferré en France. Et après, il y a les histoires de lignes locales, en fait. Alors après, les lignes locales sont arrivées après. Et il y a notamment ce qu'on appelait le Petit Mérat, en Charente, du nom d'un conseiller départemental, Paul Mérat, qui s'était battu au conseil départemental pour relier. Et je me rappelle, dans mon enfance, il y avait un petit train qui passait. Bon, c'était formidable, puisque le chauffeur du train descendait, prenait tout son temps, prenait un verre à la gare de Saint-Cloud. C'était pas un train très rapide de ce non, voilà. C'était pas. Mais fallait pas être pressé. Et dans mon enfance, j'ai vu qu'on avait dans les années 50, hein, j'étais petit garçon, et je voyais passer le train, c'était un repère dans le paysage. Ça fixait l'heure un peu, on savait à quelle heure. Et donc avec la fumée qui passait, on voyait.
Et j'étais attaché à ce petit train, et puis on nous a dit, non, c'est fini, on arrête. Et j'étais triste de la fin de ce petit train qui meublait le paysage. Et là, on est donc dans la transition de la période après-guerre. Et donc, oui, j'avais une dizaine d'années quand il a été supprimé. Hein. Ouais, je suis né en 46, donc c'est en gros dans les années 50, 56, 57. D'accord. Et peut-être pour une autre question un peu liée à cette idée-là, comment est-ce que vous avez vu la région changer, par exemple, au niveau des transports ou économiquement aussi, depuis les années 50? C'était important parce qu'à l'époque, il y avait les gens très riches qui avaient des voitures, ce qui fait que par le train, les gens pouvaient se rendre à la foire, c'est ce qui était très important dans la paysannerie. Hein. Je suis une famille paysanne. Principalement ou oui, tout ce qui reste aujourd'hui, la foire du 27. Oui. Mais il y en avait, par exemple à Saint-Cloud, c'était le 17. D'accord. Chaque 17, il y avait la foire. Et les gens du pays, sauf vraiment s'il y avait des obligations météorologiques ou je ne sais quoi, mais les gens arrêtaient tout et on allait à la foire. C'était une promenade, on allait voir des amis, et les gens disaient « Ah, mais j'ai passé une bonne journée », parce qu'ils avaient rencontré des gens qu'ils connaissaient. Hein, c'était... Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... On soignait les bêtes le matin, oui. Et puis on revenait le soir pour les soigner à nouveau, mais on n'allait pas dans les champs, on allait à la foire. Est-ce qu'il peut y avoir un lien aujourd'hui avec l'événementiel que l'on voit aujourd'hui, alors soit en ville avec les Nuits Bleues ou le circuit des remparts ou les brocantes? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours ce tissu social qui se construit avec... ou est-ce que c'est plus pareil maintenant? Oui, j'aurais tendance, je dis ça par rapport à ma femme, parce qu'elle me dit « Ah, je suis allé au centre commercial, j'ai vu une telle, etc. » Oui. Donc on va faire ses achats, mais on voit du monde. Et des fois, je dis « Mais il y a longtemps que tu es parti, qu'est-ce qui t'arrive? » Ah, mais j'ai rencontré une telle, etc. Donc ça fait partie. Oui. Et il y a encore, même dans les centres commerciaux d'aujourd'hui, il y a la rencontre des gens. Et j'ajouterais quelque chose qui m'est arrivé en 76, j'étais à Jérusalem et avec ma femme on avait marchandé, mais alors terriblement, quelque chose qui était peut-être de l'ordre de 100, qui était proposé à 100 €, on a marchandé et on a eu l'objet pour 10 €. Ce qui fait que le lendemain je repasse dans le souk de Jérusalem là, et je vois le commerçant. Moi, j'avais tendance à raser les murs parce que je trouvais qu'on avait été un peu fort dans le marchandage. Et lui m'appelle. Il me dit « Ah, mais... » Enfin, en anglais. « Vous êtes un client, je venais prendre le thé avec moi, etc. » J'étais devenu un partenaire de ce monsieur. Alors, j'avais acheté qu'un petit objet. Et ce commerçant arabe m'a donné une leçon, parce que j'ai compris que le commerce, et je ne suis pas très éloigné des foires, le commerce, c'est des relations humaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu triste quand je vois qu'on livre les gens avec des machines. Oui, c'est le tissu social. C'est quand même... Je préfère avoir un contact avec la caissière, avec... Oui. Voilà. Hein? Et là, ça m'inquiète un peu, cette évolution. Parce que c'est la relation commerciale. Oui, et la foire, c'était ça aussi. On avait ses clients, on avait ses commerçants préférés. Ah, ben, la prochaine fois, j'irai voir un tel, etc. C'était des marchands ambulants. Hein. Oui. Les gens achetaient leurs chaussures, leurs vêtements, il y avait des couturières, hein, mais on n'achetait pas les costumes, on les faisait faire par le tailleur. Hein. Mais on allait à la foire. Alors évidemment, les foires ont disparu, puisque maintenant, bien sûr, il y a des centres commerciaux. Hein. Et puis même le modèle économique a changé aussi, donc c'est plus... Oui. Mais c'est la relation humaine. Mais je trouve qu'ici, alors de mon point de vue, j'ai beaucoup travaillé sur les brocantes ou l'événementiel, les marchés de producteurs aussi. Oui. On retrouve un peu cet esprit de communauté, de se retrouver en fait autour d'autres choses. Et je pense qu'il y a quand même un besoin. Oui, moi-même, ça me rappelle il me fait venir mon champagne, mais
C'était suite au gastronomade. Il rencontrait un commerçant, puis depuis on est en relation. Même s'ils sont dans la Marne, etc., Oui, on est resté en relation. Au niveau du XXe siècle, à Angoulême, parce que vous n'avez pas connu la guerre 39-45 en Angoulême, mais Je suis né en 1946. Mais peut-être plus je suis un produit d'après-guerre. D'après-guerre. Et comme mon père aussi, qui était un tout petit peu avant, mais il est né en 40, mais il a vécu en Allemagne pendant la guerre, donc ça faisait partie de son parcours. Il était allemand Allemand au départ, il était de Köln, de Cologne. Köln. Ouais. Donc il est parti aux États-Unis. La Rhénanie, c'est une région proche. Oui, à la frontière. Oui. Mon nom, en fait, c'est néerlandais. Schucht, Oui. c'est néerlandais. Oui. Et ses ancêtres, ses aïeux venaient de Aix-la-Chapelle, la région d'Aix-la-Chapelle. Oui. Donc à la frontière, là, ça remonte à des générations. J'ai une nièce qui est mariée avec un garçon de la région de Münster, Bourgols. D'accord, oui. Voilà. Et ils vivent à Bruxelles parce qu'ils travaillent à la Commission européenne. Et lui, il est professeur de sport, entre autres choses. Il a toujours 2 disciplines. Enfin, je sais qu'il fait du sport. Voilà, et il est originaire de cette région. Voilà. Non, mais c'est intéressant. J'ai une autre nièce à Wiesbaden. Et puis, mon frère et belle-sœur habitent Berlin. Donc, vous voyez, c'est pour dire que je Oui. Puis maintenant, ne parle pas l'allemand, ou je baragouine, mais c'est un pays que j'aime bien. Mais c'est surtout que les approches culturelles ont beaucoup changé depuis quelques générations, où il y avait des barrières, des frontières, des a priori qui aujourd'hui ont disparu, je pense. Oui. Et ça fait que les gens... De ce côté-là, je peux vous donner une anecdote d'un élève que j'avais. Il y avait un nom français, un nom Bess, Florian Bess. Et Florian, très bon élève, gentil garçon. Un jour, je lui dis « Ah, Florian !» Alors, il faisait allemand première langue. Et ses copains l'appelaient le teuton. Oui, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait allemand première langue. Mmh. Hein, c'est honorable quand même. Difficile d'accès. Hein, oui. C'est un peu... Alors, vous savez, les jeunes choisissent la facilité. Mais enfin bon, j'ai fait espagnol, moi, mais la langue espagnole est compliquée aussi. Hein, donc, enfin bon. Alors, je lui parle, je dis « Ah, Florian, ah, Wolfgang Zee, l'auberge du cheval blanc, etc. » Ah, monsieur, vous n'êtes pas tombé loin, qui me dit, oui, ma mère est allemande. Alors on avait discuté comme ça. Et après, ce garçon, après je l'ai retrouvé, parce que je l'avais mis en 4e, je l'ai retrouvé en première. Et en première, les élèves, le vendredi soir, des fois organisaient des repas entre eux, et ils invitaient les profs qu'ils aimaient bien. Donc quand on était invité par les élèves, ça veut dire qu'on était bien accepté. Et alors, il se met à côté de moi à table et puis me dit j'ai un secret à vous confier, quelque chose que je vis assez mal. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, était vice-amiral dans la Kriegsmarine à La Rochelle. Ah, ben, j'ai dit c'est formidable, ça, tu devrais être fier de ce grand-père, la Kriegsmarine. C'est une arme prestigieuse. Oui, mais c'était la guerre, c'était l'Allemagne, c'était. Bah, je dis oui, mais bon, mais tu n'as pas à avoir honte de ça, oui, parce qu'on a détruit des archives. Alors, quand on dit un historien qu'on détruit les archives... ça passe moins bien. Oui. Alors j'ai dit non, il ne faut pas faire ça, au contraire, tu devrais faire l'histoire, la biographie de ce monsieur, qui est intéressant. Donc je dis oui, il y avait l'amiral, je dis moi je connais l'amiral, j'ai entendu parler de l'amiral Schirlitz, qui négociait les fameux combats de la poche de Royan. Oui. Ils se sont rendus le 9 mai. Hein. Oui. Ils sont restés terrés dans leur bunker. Hein, oui. Il y a un livre qui s'appelle Entre marins aussi, de l'amiral Meyer, qui s'appelle... Voilà. Alors son prénom, je ne l'ai plus... Oui, mais j'ai le livre. Oui. Alors je ne sais pas ce que j'en ai fait, peut-être là-dedans. C'est très mais l'amiral Meyer, oui, qui a été maire de Royan après. Hein. Et c'est lui qui avait négocié la reddition. Et il avait même été intervenu pour faire ravitailler les troupes. Ce qui fait que les résistants étaient très prêts à lui faire la peau. Hein. Mais comme il était le représentant du général de Gaulle, ils n'y ont pas touché. Mais ils avaient plutôt envie de lui casser la figure parce qu'il ravitaillait
À l'époque, ce n'était pas compris au niveau local, mais c'est maintenant que l'on se rend compte que c'est grâce à lui que la ville de La Rochelle a survécu. Et plus tard, pour ce garçon, j'ai vu son frère il y a 2-3 jours, là. Simon, il m'a dit « Ah, mais j'ai vu le livre que vous avez offert à mon frère. » Et donc, je lui avais offert un livre, c'était de 2 amiraux, un français et un allemand, qui parlaient de leur engagement, mais avec respect l'un envers l'autre. J'avais donné ça, et la maman, et comme cette génération d'Allemands, on n'en parle pas de la guerre. Oui, c'est tabou. Oui. Voilà. Et moi, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête. Parce qu'elle voyait que je cultivais le souvenir. Et parce que je trouvais ça sympathique. Et j'ai dit, mais tu as une histoire familiale, c'est intéressant. Voilà. Ah, mais la mère n'était pas d'accord. Mais apparemment, le livre n'a pas été brûlé. J'ai vu le frère il y a 3-4 jours qui m'a dit « Ah, mais on a encore le livre que vous avez offert à mon frère. » C'est déjà ça, oui. Mais la mère m'avait fait comprendre que ça correspondait à cette génération d'Allemands. Mes nièces qui ont été en Allemagne, puisque mon beau-frère, ma belle-sœur, étaient à l'ambassade de France, d'abord à Bonn, puis après à Berlin. Et leurs filles sont allées dans les gymnasiums. On ne leur parlait pas de la Seconde Guerre mondiale. Non. Ce qu'elles savent de la Seconde Guerre mondiale, c'est moi qui leur ai expliqué. Voilà. C'est un sujet très sensible. Voilà. Mais ça a changé. Ça a changé maintenant. Ils en parlent, c'est une histoire apaisée. Oui. Mais moi, j'aurais toujours dit aux Allemands, j'ai dit, vous n'avez pas à avoir honte, parce que nous, les Français, avec la collaboration, on n'a pas fait mieux. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité dans l'histoire, mais je pense que pour les Allemands, enfin de mon point de vue dans la famille, c'était tellement traumatisant sur le coup qu'il fallait une génération entière pour en venir déjà à en discuter, à se rendre compte. Après, il y avait aussi la division des deux Allemagnes, donc... Vous connaissez l'anecdote de Fernand Reynaud. Je la sors quand je suis avec des Allemands. Fernand Reynaud est un humoriste qui a raconté des histoires. Et alors, il raconte à un moment donné, c'est au camping, l'été, on est au camping, et à midi, on prend l'apéro avec les voisins. Oui, mais manque de peau, le voisin est un Allemand. Ça se passe dans les années 60. La guerre n'est pas très éloignée, le souvenir de la guerre est encore proche. Et Fernand Reynaud raconte, il dit que le gars, il dit on respecte le rite, il invite l'Allemand. Et l'Allemand, bien sûr, un peu gêné, la guerre, grosse malheur, etc. Enfin, et puis, on boit un verre, 2 verres, 3 verres. Qu'est-ce qu'on s'entend bien entre 2 guerres. J'ai retenu cette phrase. J'ai eu des Allemands, j'avais fait un exposé sur Paul Desroulettes, qui était un député nationaliste charentais. Et j'avais terminé comme ça en disant qu'est-ce qu'on s'entend bien entre 2 guerres. Je n'avais pas vu qu'il y avait des Allemands, mais les Allemands qui étaient là étaient ravis. Ça leur avait beaucoup plu cette expression. Oui, c'est important de pouvoir justement avoir l'humour, ça diffuse justement cette. C'est un peu entre les guerres, vous avez quand même les accords Briand-Stresemann qui avaient essayé de calmer le jeu sur la question des réparations pendant l'entre-deux-guerres. Dans les années 20, 30. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, pour dire, il y a la haute aristocratie allemande parlait français. Aussi. Bah oui, c'est surtout que l'Allemagne était un phénomène récent. Et c'est un imbécile de Napoléon qui a fait des misères aux Prussiens, et ce qui fait que l'intelligentsia parlait français, et compte tenu de ça, ils se sont éloignés de... Ils ont continué bien sûr à s'intéresser à la littérature, enfin, la culture française, mais ils sont revenus à l'Allemagne, à l'allemand. Excuse-moi, je vérifie juste. Ce qui fait que peut-être que s'il n'y avait pas eu Napoléon, au lieu que ce soit l'anglais qui domine dans le monde, ça aurait été le français. Oui. Et alors on a des anecdotes. On a loupé le coche. Attendez, je redémarre. Je vérifie juste qu'on était au bon niveau enregistrement en mémoire, donc là c'est bon encore. Donc oui, aux États-Unis, il y avait pas mal d'histoires un peu anecdotiques comme ça aussi, dont une dans mon état d'origine, qui est le Minnesota, et il y avait beaucoup d'Allemands dans cette région, dont ma famille aussi. Oui.
c'est dans le nord. Et on avait donc les communes là-bas sont souvent des populations d'immigrés qui s'installent, donc les Anglais, les Irlandais, les Français, les Allemands, Norvégiens et autres. Et souvent, en majorité d'une origine, ils donnaient un nom à la ville de leur origine. Donc souvent, il y avait des noms français ou autres. Et donc, il y avait une ville qui s'appelait Nouveau-Berlin, il me semble. Et il y a Paris au Texas. Oui, bah là c'était dans le Minnesota, c'était Nouveau-Berlin, New Berlin, mais je pense qu'il y en a d'autres. New Berlin. New Berlin. Et ils étaient obligés, à l'arrivée de la guerre 14-18, ça leur a été imposé, il fallait qu'ils changent de nom. Parce qu'ils ne pouvaient pas être du côté des Allemands, enfin c'était vers 1917 quand les États-Unis sont entrés en guerre. Et ils ont dû changer le nom, et comme les voitures étaient récentes et tout le monde volait les voitures, ils ont appelé ça Motorville. Pour faire plus moderne. Motorville, la ville des moteurs. Ah oui. Motorville. Et c'est une vraie histoire locale en fait là-bas, que le anti-germanisme, ou je sais pas comment, la germanophobie, un peu a changé un peu les esprits pour faire ça au niveau local aussi. Donc je pense que ça, il y en a un peu partout. Mais maintenant, bon, c'est passé aux oubliettes un peu. Ces impositions de guerre, en fait. Alors, une autre question que j'avais, c'était, pour prendre un peu un autre sujet, mais quand même lié, en 1320, le massacre des Juifs. Vous avez parlé un peu tout peu de ça tout à l'heure. Il y a eu la croisade des Pastoureaux. Et les Pastoureaux, c'était un groupe de jeunes gens qui, au départ, étaient allés au pèlerinage au Mont-Saint-Michel, et ils ont dit il faut qu'on reprenne les lieux saints qui avaient été pris par les musulmans. En fait, les chrétiens pouvaient circuler à l'époque, en 1320, puisque le kurde de Salah al-Din, ou Saladin, est un kurde qui avait pris Jérusalem en 187, mais bien sûr, il a pris il y avait une église qui avait été construite. Quand je suis allé à Jérusalem, j'avais vu cette église, une église romane, transformée en mosquée. C'est la mosquée Al-Aqsa. Sur l'esplanade, l'esplanade de l'ancien temple. C'est le lieu saint. Oui. Voilà. Mais Salah ad-Din avait permis aux croisés de partir avec armes et bagages. Et il s'était tourné vers... Alors, il y a plusieurs minorités chrétiennes, mais pour ce qui est des catholiques, il s'est arrangé avec les franciscains, qui avaient trouvé que c'était un ordre religieux qui était modeste, pas arrogant. Donc il leur a donné la Custodia Franciscana, et il leur a donné la gestion du Saint-Sépulcre, de Nazareth, des principaux lieux saints. Donc ils avaient accès. Alors, mais bon, on était dans l'esprit des croisades, on voulait revenir aux États latins d'Orient, qui avaient disparu, bien sûr. Et alors, voilà, c'est l'ambiance de croisade, sauf que ces croisades, ça s'est organisé à partir de la Normandie et sont descendus par groupes. Naturellement, c'est des groupes qui arrivaient dans une ville et ils se faisaient ravitailler. Voire, ils avaient tendance à s'emparer des biens. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est un peu en disant on part pour la croisade, vous devez nous alimenter, etc. Il y avait, mais en même temps, il y avait des violences. Et après, ils s'en sont pris aux Juifs. Donc là, on est en 1320. 1320. D'accord. Et ce groupe, vous avez dit, il partait de quelle région pour aller ? C'était parti du Mont-Saint-Michel. C'était l'idée d'un pèlerinage au Mont-Saint-Michel qui est parti de l'idée de croisade. Ça n'a pas abouti, ça s'est arrêté. Il y a une partie qui est allée vers Lyon, ça s'est terminé en quenouille, comme on dit. Mais il y a eu ce mouvement, vous savez, c'est les mouvements au Moyen-Âge, les jacqueries, des émotions, on a parlé d'émotions populaires. Et ces massacres, si on parle précisément de ça... oui, ils ont fait des massacres à Saintes. Alors, il y avait des gens qui avaient des dettes envers des Juifs, puisque les Juifs étaient usuriers, mais eux seuls avaient le droit
les chrétiens n'avaient pas le droit du prêt interdit par l'Église. Voilà. Alors, résultat, les Juifs, alors évidemment ça n'a pas... Il aurait été fatal, on peut leur dire oui, les Juifs, c'est des usuriers, etc. Mais bon, ils faisaient commerce de l'argent. Pour le Juif, on ne peut pas cultiver la terre. La terre, dans la croyance des Juifs, c'est la terre qu'on cultive, c'est la terre d'Israël. Donc, ils ne pouvaient pas être cultivateurs dans leur mode. Bon, en Pologne, il y a eu les châtels, il y avait quand même des paysans juifs. Mais a priori, ils n'avaient plus qu'à se réfugier dans le commerce. Dans le commerce ou la médecine ou des professions comme ça, quoi. Hein. Mais pas dans l'agriculture. Alors qu'on est dans un monde très rural. Donc déjà, ça les mettait un peu à part. Hein. Mais ils étaient mis à part aussi. Hein. Ils étaient mis à part. Et vous savez, les gens n'aiment pas la différence. Oui. Oui. Et ces massacres ont été localisés uniquement en Charente, Charente-Maritime? Non, il y en a eu depuis la Normandie, ils avaient... C'était attaqué, et là où il y avait des minorités juives, et, bon, c'est une occasion de s'emparer de leurs biens, voilà. D'accord. Alors, une autre question que j'avais par rapport Donc il y a eu un pogrom en Angoulême, et après ils se sont... Alors il y a des endroits encore, du côté de Villefagnan, on a le champ du Juif. Le Juif, il y a un village qui s'appelle Le Juif. Et il semblerait que les rescapés du pogrom d'Angoulême soient mis sous la protection du sénéchal d'Angoulême qui avait des terres là-bas. Donc ils sont allés sur leur... et il les a protégés. D'accord. Et alors j'avais une question, alors vous allez me dire si c'est complètement farfelu ou non, mais il y a eu la disparition de l'ordre des Templiers, qui était très présent en Charente jusqu'en 1307, et puis finalement disparu en 1312. Et là, les massacres sont venus 8 ans plus tard, donc on est un peu à la même période. On sait que les Templiers étaient aussi des financiers, ils avaient l'ordre sacré des Templiers, mais ils avaient aussi une main un peu dans le financement. Ils étaient usuriers aussi, oui. Peut-être vos pensées là-dessus, est-ce qu'il y aurait un lien? Est-ce qu'il pourrait y avoir une... Ah, j'ai pas fait le lien entre les deux, c'est vrai. Oui, parce que c'est très, très simple. On est sous Philippe le Bel. Hein. Philippe le Bel qui est un roi... C'est un roi catastrophique. Voilà, et qui avait des dettes et qui avait... Enfin, la fausse monnaie, lui, si les monnaies, on a mis des rayures sur le bord, vous savez, c'était parce que... Oui, les tranches de monnaie, oui. Les pièces d'or étaient rabais, mais il y avait des morceaux sur les côtés pour les alléger. Alors, on pesait. Ce que faisaient les Romains. Le trébuchet, ce qu'on appelait un trébuchet. Monnaie sonnante et trébuchante. Il y avait un trébuchet pour peser sur les foires les monnaies. Puisque chaque région avait sa monnaie, donc on pesait les monnaies. Mais Philippe le Bel s'est lancé dans la fausse monnaie aussi. C'était un drôle de bonhomme. Et quand il s'en est pris aux Templiers, c'est parce que le Templier, il avait emprunté de l'argent aux Templiers, comme il ne pouvait pas le rendre, trouvait le moyen de diffamer. Et sur les sites Templiers en Charente, est-ce que vous connaissez? Alors sur les Templiers en Charente, ils étaient en Charente sur le fait qu'on était sur les chemins de Saint-Jacques. Et les Templiers, bon, j'expliquais à mes élèves de façon un peu très raccourcie, mais bon, c'est comme l'opération Bison Futé, il y avait les CRS et la Croix-Rouge. Oui, il y avait des ordres différents. Il y avait les hospitaliers qui s'occupaient de la santé des pèlerins, et les Templiers, c'était plutôt ceux qui veillaient à la sécurité des pèlerins. Mais aussi, quelqu'un pouvait partir, au lieu d'emporter de l'argent sur soi, il déposait de l'argent, par exemple, au Temple, au faubourg du Temple, puisqu'il y a encore la rue du Temple à Paris. Et donc, ils déposaient leur argent et on leur faisait une reconnaissance de dette. Ce qui fait qu'après, ils allaient de commanderie en commanderie et on pouvait retirer de l'argent
et leur donner un nouveau reçu par rapport à... Voilà. Oui, c'était un système Voilà. antécédent des banques, en fait. Voilà. Oui. Oui, voilà. Alors, évidemment, il ramassait beaucoup d'argent. Et dans l'histoire, vous savez, Jacques Coeur a ramassé beaucoup d'argent, mais il a eu des ennuis. Fouquet. Oui, avec Fouquet, le vaut de vicomte, oui. Voilà, et les Templiers, enfin, c'était tout ça dans le même sac. Hein. Oui. Et C'est il intéressant. fait pas bon d'avoir beaucoup d'argent auprès des rois. Oui, c'est ça. Mais non, mais je trouve ça intéressant parce que souvent, les élèves ou les personnes qui ne sont pas historiens ne vont pas rapprocher toujours le côté massacre ou tragédie ou événement tragique avec le côté économique des choses. Et souvent, il y a un lien. Et c'est un lien que l'on ignore souvent à la place. Et je pense que les Templiers auraient été en charge. Je pense qu'ils auraient empêché. Ils auraient empêché ces massacres. C'est parce que moi, je ne connaissais pas l'histoire du massacre des Juifs en 1320. Au XIVe siècle, il y en a eu d'autres endroits. Hein. Le XIVe siècle est riche en incidents de ce genre. C'est curieux que ça soit à la suite en fait de cette disparition et ce changement finalement d'ordre sacré, si on peut dire. Il suffit qu'il y ait une crise économique, des difficultés, des mauvaises récoltes, etc. Oui, ça peut déclencher. C'est la faute aux Juifs, ils ont pollué les puits, quand il y avait des maladies, etc. Oui, une sorte de bouc émissaire en fait pour les problèmes de société. Les gens ne savaient ni lire ni écrire, n'avaient aucune culture. Oui. Aujourd'hui, c'est pareil. Les gens qui ont un peu de culture, qui sont amenés à la tolérance. C'est ceux qui n'ont pas de culture qui sont intolérants. Tu n'es pas comme moi, je te connais pas, je te déteste, casse-toi. C'est souvent ce que l'on peut observer aussi même dans l'enseignement, parfois, qu'il y a une sorte d'intolérance envers, dans les élèves, par exemple, dans les élèves qui n'ont pas une culture parentale qui permet d'avoir une ouverture d'esprit. Moi j'étais dans l'enseignement catholique, moi évidemment c'était plus cohérent, mais j'avais quand même des élèves, j'ai eu des élèves juifs, des élèves musulmans, etc. Et je me rappelle un jour, il y en avait un qui est arrivé, s'appelait Dreyfus, Emmanuel. Alors, il est arrivé en cours d'année, et puis un jour, tous les autres étaient sortis, je lui ai dit, Emmanuel, je dis, vous avez un lien avec le capitaine Dreyfus? Bien sûr, monsieur, c'est ma famille. Et il me dit, je vous remercie de me l'avoir dit à part. Oui, c'est sensible. Voilà. Oui. Et j'ai eu des musulmans, et il y en a un qui est avocat ici à Angoulême, je peux te dire son nom, Shams Belkaïd, et je parlais avec lui aux intercours, parlais religion. Et son père m'en avait parlé, il m'avait dit, il vous aime bien parce que avec vous il peut parler religion. C'est-à-dire, de fait, moi ça m'intéressait, en disant ta différence m'intéresse. Et lui il disait, il me considère avec ma différence. Oui. Je pense, hein. Oui. On est devenus de très bons amis. Chaque fois, quand j'ai eu l'ordre du mérite, il était présent. Il est avocat, là, il n'est pas loin d'ici, son cabinet pas loin d'ici. Et j'en ai eu d'autres. Il y en a un qui m'avait demandé, il me dit, monsieur, connaissez-vous la poésie arabe? J'ai dit, écoute, je ne sais pas grand-chose, mais la poésie arabe, je ne connais pas, mais la poésie persane, j'avais des... Alors, je ne sais plus le nom maintenant, mais j'avais un livre, mais de traduction en français. J'ai dit, je peux te passer le livre. Je crois que je lui ai donné, d'ailleurs, je lui ai donné le livre. C'est un poète persan. Oui. Saadi. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, il y a Sadi Carnot. En fait, on peut plaisanter. À la sortie d'un cours, un élève a dit, qu'est-ce qu'il faisait le monsieur, qu'est-ce sa statue, on l'appelle le Sadique Arnaud. Sadique Arnaud. Ah oui, vous avez le buste de François-Marie Sadique Arnaud. Alors, au cours suivant, j'ai dit aux élèves, j'ai dit attention,
Sadi, c'est un prénom, et c'est parce que le père de Carnot aimait beaucoup la poésie persane, les roses d'Ispahan, etc. Enfin, elle a fait alors et il a donné le nom de ce poète. Sadi, c'était mieux parce qu'il l'avait appelé Victor Hugo, ça aurait fait un peu long. Mais et là, c'était Sadi. D'accord. Voilà, Sadi Carnot. Voilà. Alors, là aussi, il m'est arrivé de parler de. Voilà, mais je crois que j'essayais avec mes élèves d'un dialogue, hein, et les prendre avec leurs différences. Et d'ailleurs, ce musulman-là qui m'avait demandé, il s'appelait Skander. Et Skander, j'ai dit, mais c'est Alexandre. Ah, il me dit, c'est ça. Skander en arabe. Alexandre devient Skander en arabe. Oui, souvent dans les langues, il y avait des formations des changements de prénoms. Ouais. Alexandre le Grand avait laissé des traces. Oui, comme en russe, c'est Sacha aussi. Voilà. Donc, j'ai enseigné comme ça, mais bon. Une question vraiment mathématique, à votre avis, combien d'élèves vous avez eu au fil des années au total? Est-ce que vous avez une idée? Je n'ai jamais calculé, hein. J'avais en général 5 classes par an, oui. Au niveau lycée. Au niveau, alors j'ai fait beaucoup de collèges aussi, hein. Mais en gros, on peut dire une moyenne de 25 à 30 par classe. 150. Donc j'ai commencé à enseigner en 71, un an. Après j'ai fait le service militaire, et après de 73 à 2009. Oui, donc ça fait de toute manière dans les milliers, voire même au-delà de 10 000 élèves, c'est facilement calculable. Mais quand je circule à Angoulême, j'ai Marie à Angoulême. Bon, lundi, je me fais opérer, c'est mon ancien élève, le docteur Leleu. Lundi, je suis allé voir l'anesthésiste. La secrétaire me dit, je suis votre ancien élève. D'accord, oui, c'est... Je rends compte. L'autre jour, pour le circuit des remparts, j'ai retrouvé des anciens élèves. Et le fait qu'ils viennent me saluer, c'est... Bon, je me dis, je ne devais pas être trop mauvais. C'est la reconnaissance du métier, en fait. C'est une des raisons. C'est un métier de relations humaines. Hein. Tout à fait, oui. Voilà. Très bien. Alors, moi, je n'ai pas forcément d'autres questions. Il faut aimer son métier. Il faut aimer son métier, aimer ce qu'on enseigne. Et en même temps, s'intéresser à l'auditoire qui est devant soi. Et j'étais à un enterrement il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu, c'était la maman d'un ancien élève, et il me voit, il me dit, ah, monsieur Baudet, qu'est-ce que vous dessinez bien? Parce que je l'avais vu en 6e, et alors, enseigner l'Égypte ancienne, je leur faisais dessiner le fameux portrait de Toutankhamon, hein, vous voyez, je leur faisais dessiner le plan des temples de Karnak, etc. Voilà. Un petit peu l'histoire de l'écriture aussi. Le delta, c'est la toile de tente, etc. Enfin, des petites choses comme ça. Excellent. Et ça les enchantait, et voilà. Oui, souvent c'est un éveil. Hein. Oui. En fait, comme je disais, on ne peut pas tout apprendre aux enfants, mais il faut leur donner le goût d'apprendre. Oui, tout à fait. L'ouverture d'esprit, la curiosité. Vous êtes enseignant. Oui, non, mais je vous prêche à un convaincu. Vous prêchez à un convaincu. C'est pour ça. Je vous dis mes convictions, mais j'imagine que ce sont les vôtres aussi. Oui, tout à fait. Souvent, plus ils sont jeunes, plus les méthodes doivent être ludiques, que ce soit pour les langues ou l'histoire ou autre. Hein. Mais c'est vrai que... Oui, et puis il faut aimer ce que l'on fait, parce qu'ils ressentent. Ils ressentent. Ah oui, si on va le matin en train dans les pieds, l'auditoire le sent. Hein. C'est pas la peine d'y aller, à mon avis. Oui, c'est clair, c'est sûr. Oui, c'est ce qu'ils me disent, mes élèves. On vous sentait enthousiaste. Ils disent, on ne s'intéressait pas beaucoup quand même. Ce serait maintenant. Et je dis, oui, mais bon. Il y avait une heure d'histoire, après une heure de physique-chimie, une heure de sport, une heure de ceci. C'est difficile de s'intéresser à tout. Oui. Dans une journée de classe. Je pense que quand vous avez expliqué qui vous reconnaissent et qui viennent vous voir, c'est déjà une grande réussite d'avoir réussi. Mais c'est
Mes élèves, c'est ma seconde famille. Les anciens élèves, oui. Et vous avez toujours enseigné sur Angoulême? Oui, j'ai commencé à Bordeaux. J'ai enseigné 1 an au lycée Saint-Genès, là, chez les Frères des Écoles Chrétiennes. Après, j'ai fait mon service militaire. Je m'apprêtais à faire la coopération, en disant, bon, bah, comme on dit dans Astérix, hein, engagez-vous, vous verrez du pays. Et puis, on m'a fait comprendre qu'on pouvait conserver mon poste 1 an, mais pas 2 ans. D'accord. Et la coopération, c'est 2 ans. Alors, du coup, ben, j'ai fait mon service militaire en Allemagne. J'ai demandé à faire. Ils m'auraient envoyé à la Braconne. Hein. Alors, je n'avais pas envie de faire mon service militaire en Charente. Alors, j'ai fait mon service militaire en Allemagne. C'était en Allemagne à l'époque ou c'était en Allemagne de l'Ouest? Oui, bien sûr. Oui. Les forces françaises en Allemagne. Donc la et zone j'étais française. à 500 mètres d'amis allemands qui m'ont proposé, quand ils ont su que j'étais à la caserne, m'ont proposé, mais dit, tu sais, tu veux venir habiter chez nous? Parce qu'effectivement, chez les Allemands, ne restent à la caserne que ceux qui ont des services à faire. Ils peuvent rentrer chez eux. Alors que nous, non. Vous étiez dans la zone française, j'imagine, dans Fribourg, ouais, dans le sud. Pareil. Marescau. Jolie ville. Et j'étais à 500 mètres d'amis allemands que j'avais connus avant. Mais j'avais demandé Fribourg. Et on m'a donné Fribourg. Parce qu'ils n'étaient pas. Ceux qui demandaient l'Allemagne, c'était pas nombreux, dans le sud-ouest. Hein. Donc j'ai passé par l'aumônerie militaire de Bordeaux. Et l'aumônier militaire a dû voir un colonel qui a dit, bon, ben, si ce garçon veut aller en Allemagne, pas de problème. Et là-bas, je voyais que des Alsaciens lorrains. D'accord. Hein? Oui, c'est très proche de la frontière. Alors, je n'ai pas forcément d'autres questions précises, mais je pensais à une chose. Une des raisons que j'ai commencé ce projet, en fait, c'était de donner en fait une visibilité à des villes comme Angoulême pour des gens qui ne connaissent pas. Alors, ça peut surprendre, mais Angoulême, je pense pour beaucoup, par exemple, d'Américains ou Canadiens, c'est une ville, si vous dites Angoulême, ils ne vont pas savoir où c'est, ils ne vont pas reconnaître le nom. Pourtant, c'est une ville très importante pour l'histoire. Je ne sais pas, mais les gens d'Amérique du Nord, qu'ils soient les Nord-Américains, Canadiens ou non, je ne crois pas qu'ils sont attachés à l'histoire. Les quelques contacts que j'ai, c'est des gens qui sont propres. Ils ont une histoire récente. L'histoire des États-Unis, elle commence en 1776. Hein? Officiellement, mais quand les cours... Il y a les Amérindiens derrière, oui, vraiment. Oui. Il y a ça. Hein, mais un jour, j'ai discuté avec un jeune homme. Il dit, je suis du Vermont. Ah, je dis oui, tout à fait. L'extrême ouest, là, près du Canada. Il dit, comment vous savez ça? Je dis oui, je suis professeur de géographie quand même. Ah, mais il dit, mais aux États-Unis, on ne sait pas où est le Vermont. C'est pas les plus ils font pas d'histoire-géographie, ou très peu. Alors aujourd'hui, je pourrais pas dire, mais je sais qu'à l'époque, selon les régions, on n'avait pas les mêmes enseignements selon les régions. Voilà, ouais. Et si vous êtes dans une école privée aussi, c'est forcément plus exigeant que si vous êtes dans une école publique et selon le quartier. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu, oui, j'avais le sentiment de discuter avec de jeunes Américains, avec des Américains jeunes ou moins jeunes, hein, que l'histoire, c'était pas leur centre d'intérêt. Aujourd'hui, j'aurais plus de mal à me positionner pour l'histoire. Oui. Dans mon parcours, on avait quand même une place assez importante pour l'histoire. Mais bon, c'est un point de vue de Sirius, hein, de loin. Oui, et nous on est... C'est un préjugé que j'ai là. Hein. Oui, mais ce qui est sûr, là où vous avez raison, c'est qu'on était complètement focalisé sur l'Amérique du Nord. L'histoire européenne ou asiatique, mais c'était surtout européen. Pour vous dire, hein, c'était un cours spécialisé quand j'étais en première, sur une année, et c'était une option qu'on pouvait prendre. Moi, j'étais à l'école publique. C'était une option d'une année. Une option. Que moi j'ai pris. Parce que nous, c'est obligatoire. En France, on oui. a... Non, là, c'était pas obligatoire. Donc au moins 3 heures d'histoire
par semaine. Ouais. Il y avait Enfin, moins d'heures, ouais. 3-4 heures d'histoire et géographie. Mm. Hein, c'est bon. C'est ça. Alors nous, c'était géographie Enfin, à part. au minimum, les élèves ont 2 heures d'histoire par semaine. Hein. Mm. Là, c'était, au moins, moi j'étais dans le Minnesota, mais c'était compartimentalisé entre histoire et géographie. Donc c'était deux cours, deux matières différentes. Géographie, ça se faisait en 5e sur une année. Et après, normalement, c'était acquis. Donc on n'aurait pas à revenir sur la géographie. Puisque c'est de la 6e à la terminale. Nous. Oui. Là, c'était pas pareil du tout. Et quoique, après, moi, la géographie, en première, autrefois, on faisait les régions françaises. Et puis, finalement, en terminage, je me suis retrouvé à enseigner la géographie. Mais la géographie, c'était plus de la géographie, c'était de l'économie. C'était les grandes puissances, les États-Unis, le Japon, etc. Oui. Après, par les modifications, je me suis retrouvé pendant 20 ans avec des 4e, 3e. Pendant 20 ans, je n'ai fait que ça. Oui. Alors maintenant, on pourrait faire une étude de psychologie que... Oui. Alors, des fois, il me disait, mais vous savez, monsieur, on vous aime bien. Je me disais, mais s'il ne m'aimait pas, qu'est-ce que ce serait? Oui, tout à fait. Ils sont sur ressort. C'est ça. Mais il faut les aimer aussi. Hein. C'est sûr qu'ils ressentent, c'est humain quelque part, ils ressentent en fait si vous avez envie d'être là. Moi je partage ma langue, ma culture, donc j'essaie de faire. Et puis ne pas être dans le jugement, parce que souvent c'est nouveau pour eux, donc ils vont faire des fautes. Et en France on a très peur de se tromper, très peur de se tromper, et c'est pas dans ma culture ça. Moi j'ai pas peur de l'erreur en fait. Non, il faut se tromper pour avancer. C'est ce que je leur dis. Je dis, mais quand tu as appris à marcher, tu t'es levé et tu as marché parfaitement. C'est important d'apprendre l'anglais. Hein. Aujourd'hui. C'est ça. Je regrette que Napoléon ait fait des bêtises. Parce que c'est à cause de lui que le français a été déclassé au profit de l'anglais. Mais toute l'intelligentsia en Europe parlait français. C'est peut-être même un peu après, mais l'anglais avait pris le dessus. C'est peut-être un parcours de circonstances. Mais bon, aujourd'hui, c'est la réalité, il faut parler anglais. C'était après l'essor des îles britanniques, de Wellington, voilà, c'est la suite logique. J'ai participé, on a fait des échanges on emmenait les élèves en Angleterre. Alors j'avais des collègues d'anglais au lycée Saint-Paul, qui étaient remarquables, des bons profs. Hein. Alors, des fois, c'était Jane Austen. Une année, c'était Jane Austen. Une autre année, c'était les Sœurs Brontë. Il y avait un thème. Une autre année, c'était Shakespeare, etc. Et pour Shakespeare, je me rappelle, on est allé... Alors, je cherche le nom de la ville emblématique. Stratford-upon-Avon. Voilà. Oui. On était dans cette ville et on a assisté à un spectacle, Macbeth. C'était une pièce difficile. Et les Anglais qui étaient là nous ont vus avec les élèves. On s'était bien habillés. Voilà. Et donc on a assisté. Alors c'était amusant parce que celui qui faisait Macbeth, c'était un Indien, qui était un homme de couleur, quoi. Hein, et il postillonnait. Enfin bon. Mais les Anglais étaient admiratifs de voir que des jeunes gens de 4e, 3e, peut-être non, plutôt... Non, seconde première, je crois. Hein. Plutôt des secondes premières. Et ils suivaient la pièce, c'était admiratif. Et alors, des fois, on les emmenait dans des musées, on rappelle à Epping, chez Churchill. Ah oui, la maison de Churchill. Oui. Non, parce qu'Epping, il y a un Epping aussi dans le pays de ma femme, en Lorraine. D'accord. Même orthographe, 2 P-I-N-G. Ah oui. Et alors, on leur donnait des textes avec des trous. Il fallait qu'ils mettent des mots. Des mots-clés, bien sûr. Oui, en cherchant. Par rapport à l'exposition, à ce qu'ils voyaient. Mais pour les obliger à parler avec le responsable de la salle en anglais. Alors, il venait me voir, monsieur. Je dis, je vais vous montrer. On va voir, on va parler avec le... Alors, j'ai dit, mais vous posez votre question. Et on vous répond, vous allez compléter. Oui, c'était pour les obliger à parler anglais. Oui. Et alors, après, ils m'ont dit, mais monsieur,
vous êtes prof d'histoire géo et vous parlez anglais. Mais j'ai dit, je suis allé à l'école avant vous. Hein. Oui, et souvent ils sont étonnés quand on a des bivalences de matière. Voilà. Comme vous, l'anglais, c'est vrai que moi je fais des remarques sur l'histoire-géographie, parce que je suis professeur d'anglais, mais je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de diplôme en anglais. Moi, tous mes diplômes sont en histoire et français, mais principalement histoire. Et donc je vais dire, je sais pas, quelque chose. Alors moi je suis plus histoire moderne. Donc je vais dire un mot sur la guerre 39-45, ou... Mais monsieur, vous êtes professeur d'anglais, comment vous... Eh ben voilà, quand même, on peut avoir des bivalences, des équivalences, ou si je sors une phrase en espagnol ou en allemand, ça m'arrive souvent. Mais il parle allemand, le monsieur. Bah oui, mais il faut parler plusieurs langues, en fait, si on veut avancer. Et ça devient plus facile aussi. Faire comprendre aux élèves qu'ils ont la chance d'avoir des professeurs cultivés. Voilà. Ça, c'est pas dit. Qu'ils se rendent compte, de ça. Pour les mettre en contact avec la culture, le désir d'apprendre. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Non, mais c'était vraiment super de pouvoir échanger avec vous. Et c'est vrai que sur Angoulême... Je me suis laissé aller. Hein, Oui, c'est très bien. Oui, c'est parfait. Charente Culture est une chaîne partenaire de celle en langue anglaise, Touring Backroads France. créée par un professeur d'anglais anglophone. Ces chaînes ont pour vocation d'enrichir l'accès aux informations sur l'histoire et le patrimoine français et charentais. Nous pouvons continuer d'améliorer et faciliter l'accès aux informations pour des générations futures. Si vous aimez ce contenu, merci de vous souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton Subscribe. Pour plus d'informations, vos questions et vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez consulter le site professionnel Gregory Alexander Consulting Services.